Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Esprit des lois, un numéro consacré au droit du travail. Et avec moi sur ce plateau pour en parler, maître Michel Bauer et maître Carole Moret. On l'aura compris, vous êtes toutes deux spécialisées en droit du travail. Alors on va commencer par le commencement. Dans la vie de tout salarié, ce qui l'unit à son employeur, c'est le contrat de travail. Et il y a des clauses sur lesquelles il faut particulièrement être vigilant lors de la signature d'un contrat. Aussi bien pour l'employeur d'ailleurs que pour le salarié. Oui, c'est exact, puisque le contrat de travail sera d'ailleurs la convention qui régira la relation de travail jusqu'au bout. D'où l'intérêt, avant même de conclure avec le salarié et l'employeur ce contrat, la nécessité de veiller à ce que les clauses soient correctement rédigées. Donc on a effectivement des clauses sur lesquelles il faut être vigilant. La première est la clause de période d'essai, c'est-à-dire la clause qui permet, pendant une certaine période, qui est la période, on va dire, de test, à l'employeur ou au salarié de rompre à tout moment la relation de travail sans respecter de préavis particulier et pour l'employeur sans devoir d'indemnité particulière au salarié. Donc la période d'essai est là pour tester les capacités professionnelles du salarié. Donc si on doit rompre cette période, c'est a priori pour des raisons strictement d'ordre professionnel, sachant que durant cette période, ni l'employeur ni le salarié n'ont d'obligation de justifier pourquoi ils rompent le contrat de travail. Il faut savoir que cette période d'essai a une durée limitée dans le temps, bien évidemment. Le Code du travail prévoit des durées qui diffèrent en fonction des catégories professionnelles, mais il faut également absolument aller voir dans les conventions collectives qui sont applicables dans quasiment tous les secteurs d'activité en France, puisqu'elles peuvent prévoir des périodes d'essai plus courtes que la loi, ou en tout cas des modalités spécifiques qu'il faudra bien sûr respecter. Enfin, il faut savoir que s'il n'y a pas de période d'essai dans le contrat de travail, eh bien, cette période d'essai ne pourra pas être imposée a posteriori par l'employeur, d'où la nécessité de la prévoir dès le début. Et pour les employés, il y a les clauses sont les mêmes. Il faut être vigilant sur la période d'essai, maître Oui, Bauer. sur la période d'essai, il faut être vigilant et notamment, moi, je conseillerais un salarié, lorsqu'il vient me voir avec son contrat de travail, de faire très attention à ce que cette période d'essai soit conforme à la convention collective, mais surtout, s'il a déjà travaillé pour l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il faut peut-être négocier que cette période d'essai ne soit pas mentionnée, puisque l'employeur a pu très bien le tester et voir ses compétences professionnelles. D'autres clauses sur lesquelles il faut être vigilant, aussi bien employeur qu'employé, dans le contrat de travail? Oui, tout à fait. Je pense à la clause de mobilité, qui est la clause qui permet de muter un salarié en dehors de son secteur géographique classique sans avoir besoin de son accord. Donc au moment de l'embauche, bien sûr, la mutation n'est pas d'actualité, mais c'est vrai qu'en la prévoyant dans le contrat de travail, l'employeur se donne cette possibilité, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, parfois plusieurs décennies après, d'exiger de son salarié, sans qu'il soit forcément d'accord, de l'envoyer dans une autre zone géographique. Donc là aussi, la clause, pour être valable, évidemment, doit être correctement rédigée, puisque on ne pourra muter le salarié qu'à l'intérieur de la zone géographique qui aura été définie. Et même si la clause prévoit cette possibilité de mutation, il faut savoir que le juge peut aussi contrôler l'application de cette clause. Imaginons un cas où l'employeur n'a pas de raison finalement d'organisation, de fonctionnement de son entreprise de muter le salarié. On pourrait avoir un point de contestation et le juge pourrait considérer qu'il y a une forme d'abus de droit à muter le salarié. Et il y a également un autre aspect, mais qui est plus mis en avant bien sûr par les avocats de salariés, qui est celui de l'atteinte éventuelle à la vie personnelle ou à la vie familiale. Et là aussi, l'employeur, quand il rédige cette clause, doit bien anticiper parce qu'on peut avoir peur qu'en cas de litige, le juge mette en avant les exigences de la vie familiale pour estimer que cette mutation est un petit peu hors cadre, voire carrément abusive.
Cette clause de mobilité, votre consoeur vient de l'évoquer justement pour les salariés, c'est un vrai problème quand ils signent leur contrat de travail? Alors, ce n'est pas un problème quand ils signent leur contrat de travail, parce qu'ils veulent avoir l'emploi, donc ils vont signer le contrat de travail. C'est un problème lorsque cette clause de mobilité est mise en œuvre par l'employeur, parce que comme l'indiquait tout à l'heure ma consoeur Carole Moret, en effet, il faut, et cette clause peut être appliquée sans l'accord du salarié, c'est-à-dire que c'est pas une mutation. Il a accepté d'aller dans un lieu qui peut être à 800 ou à 1000 km de chez lui. Donc il pourra y avoir des répercussions, comme il a été indiqué tout à l'heure, sur sa vie familiale. Donc avant de signer un contrat de travail, il faut peut-être voir avec l'employeur l'étendue géographique de cette clause. Voir si c'est pas trop loin, et puis aussi réfléchir aux conséquences futures sur sa vie personnelle, puisque il y a eu des cas qui ont été tranchés où la clause de mobilité ne pouvait pas s'appliquer, par exemple pour une personne, une salariée qui devait déjeuner avec son enfant handicapé à midi, et tous les midis elle déjeunait avec lui, et on l'avait mutée à plusieurs kilomètres de chez elle, et le fait est qu'elle ne pouvait plus faire ses déjeuners tous les midis. Donc c'est des cas où la vie personnelle peut être impactée. Donc il faut faire très attention lorsque l'on négocie cette clause de mobilité sur l'étendue géographique de cette clause. Voilà. Alors donc ça, c'est le contrat de travail. Donc c'est vraiment le tout début. Et puis bien sûr, eh ben, quand entre employeur et employé, ça se passe mal ou si jamais on veut mettre un terme à ce contrat, il y a ce qu'on appelle la rupture conventionnelle, alors qu'on définit souvent comme un accord entre les deux parties, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, la rupture conventionnelle est effectivement un mode tout à fait autonome de rupture du contrat de travail qui présente incontestablement un grand intérêt, c'est que c'est une rupture d'un commun accord. Donc a priori, même si la jurisprudence évolue, quand on conclut une rupture conventionnelle, puisque c'est une convention, on se quitte en bons termes. Il n'y a pas de conflit et c'est vrai que ça peut être l'avantage de cette méthode de rupture. Maintenant, là où ça n'est pas si simple, c'est que le législateur a voulu, notamment pour protéger le salarié, mettre en œuvre une procédure qui permet de garantir justement que cette rupture est bien comprise et souhaitée par les deux parties et qu'il n'y ait pas un rapport de force ou un rapport de domination qui s'instaure. Donc il faut savoir que la rupture conventionnelle est simple sur le papier, mais qu'il faut être un petit peu patient et un petit peu rigoureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord l'obligation, très rapidement, d'avoir des entretiens avec le salarié, dont on doit d'ailleurs justifier pour bien s'assurer qu'il est soit demandeur carrément à la rupture, c'est lui qui veut partir, ou en tout état de cause, qu'il est pleinement d'accord pour quitter l'entreprise. À partir de là, va suivre la signature d'un formulaire qui est édité par nos administrations, un formulaire de rupture conventionnelle qui doit être bien sûr rempli de façon très sérieuse et qui va prévoir la date de rupture du contrat de travail, puisque le gros intérêt aussi, c'est que ce sont les parties qui décident du jour où le contrat va prendre fin. Et qui va également prévoir, c'est important, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, puisqu'il faut savoir que le salarié ne part pas sans rien, outre son indemnité de congé payé, il va partir avec une indemnité dite de rupture conventionnelle, mais qui est l'équivalent de l'indemnité de licenciement. Donc tout ça doit être calculé et mentionné sur ce formulaire. Le conseil de tout avocat va être également à ce stade-là de conseiller à l'employeur, mais je pense aussi dans l'intérêt du salarié, de signer en plus un protocole de rupture qui va permettre d'y mettre beaucoup plus de choses que dans le simple formulaire et de régler un tas d'éléments qui peuvent être secondaires mais qui sont importants pour les parties, notamment la clause de non-concurrence, que devient-elle, les frais qui restent dus aux salariés. Donc il est grandement recommandé de signer en plus du formulaire cette convention. Ça n'est pas fini. Le jour où le formulaire est signé, le salarié a un délai pour se rétracter, un délai de 15 jours, ce qui vous montre bien la volonté quand même du législateur de protéger le salarié. Et à l'issue de ce délai de rétractation, la procédure continue puisqu'il nous faut maintenant l'homologation de l'inspection du travail. Donc il y a quand même un contrôle
qui est opéré par l'administration de façon à contrôler notamment le respect de ces fameux délais. Est-ce que le salarié a eu le temps de réfléchir et de se rétracter? L'indemnité, est-ce qu'elle a été correctement calculée? Bref, un certain nombre de points de contrôle. Et à l'issue donc de ce délai d'homologation, eh bien, la rupture est consommée, on peut solder les comptes et c'est vrai que généralement, sauf exception, il n'y a absolument plus de points de litige ou de contestation sur la rupture du contrat de travail. Il faut savoir d'ailleurs pour finir que le salarié a un délai malgré cette rupture d'un commun accord pour éventuellement la contester devant le conseil de prud'homme, qui est un délai de 12 mois à compter de la décision d'homologation. Et la rupture conventionnelle du côté du salarié. Le salarié a peut-être trop tendance, à tort d'ailleurs, de penser que c'est vraiment quelque chose qui lui est dû. Oui, tout à fait, puisque le salarié estime que la rupture conventionnelle, il faut lui la donner lorsqu'il la demande. Or, il faut que l'employeur soit évidemment d'accord avec cette rupture. Et évidemment, les employeurs ont tendance à dire si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à démissionner. La rupture conventionnelle, ce n'est pas une démission pour obtenir une attestation Pôle emploi. Ce n'est pas non plus un licenciement. C'est-à-dire que si l'employeur a des choses à reprocher à son salarié, il doit utiliser la procédure de licenciement. Et malheureusement, de plus en plus, on voit des ruptures conventionnelles. Statistiquement, je crois qu'il y en a énormément. Et on sent très bien dans nos cabinets d'avocats, du côté salarié, que ces ruptures conventionnelles sont souvent signées à la place d'une démission, à la place d'un licenciement. C'est vraiment un dévoiement de l'esprit de cette rupture conventionnelle qui était destinée à la base pour les salariés qui souhaitaient partir de l'entreprise parce qu'ils avaient un autre projet professionnel, en bons termes, qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'ancienneté. Et on se retrouve maintenant avec des salariés qui, quelquefois, sont même en souffrance au travail, victimes d'agissements de l'employeur ou même pas, victimes tout simplement de burn-out aussi, de trop de travail, qui vont signer ce genre de rupture à la place peut-être d'une négociation d'un licenciement ou même de négocier, de rester dans l'entreprise avec l'employeur en aménageant le poste, avec un mi-temps thérapeutique. Il peut y avoir d'autres solutions que de quitter l'entreprise. Et puis quand rien ne va plus entre employeur et employé, il y a ce qu'on appelle le conseil des prud'hommes, découverte en images. Il est 8h30, les grilles du palais de justice viennent d'ouvrir. C'est devant les prud'hommes que Maître Maire va plaider ce matin. Les prud'hommes, c'est la juridiction qui s'occupe des litiges individuels entre employeurs et salariés. Chaque salarié qui se plaint d'une difficulté avec son employeur peut aller dans ce tribunal et demander réparation de ce préjudice. Et de la même façon, théoriquement, un employeur qui a également un litige avec son salarié, par exemple sur un problème de clause de non-concurrence, peut également saisir ce tribunal pour demander réparation de ce préjudice. Mais c'est évidemment beaucoup plus rare. 90% des dossiers sont à l'initiative des salariés contre des employeurs, et notamment à l'occasion de la rupture du contrat de travail, souvent sur des licenciements, les demandes pouvant à ce moment-là se multiplier, licenciements, heures supplémentaires, harcèlement, discrimination. La juridiction prud'homale est ainsi composée d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, retraités ou en activité. Les conseillers prud'homaux sont des magistrats non professionnels. Ils sont 2 et 2 lors des plaidoiries, lors des bureaux de jugement. Ils sont 1 et 1 soit en référé, soit dans le bureau de conciliation, qui est une phase préalable obligatoire. Lorsqu'ils doivent prendre une décision, il faut qu'ils statuent effectivement en fonction des règles de droit, et pour qu'effectivement un dossier soit gagné par un salarié ou soit perdu par un salarié, donc gagné par l'employeur, il faut qu'un des conseillers prud'hommes donne raison à l'autre camp, et donc en réalité un dossier gagné soit à 4-0, soit à 3-1. Lorsqu'un conseiller prud'homme employeur pense qu'effectivement, malgré le fait qu'il est élu sur une liste employeur, l'employeur a commis une erreur de droit, ou de la même façon, un salarié va perdre son dossier si au moins un des conseillers prud'hommes considère que malgré le fait qu'il est élu sur une liste salariée, son dossier ne tient pas la route et donc il doit être débouté. Quand ce n'est pas le cas et lorsque les conseillers prud'hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils font 2 contre 2 et à ce moment-là, ils rendent un jugement de départage qui signifie qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Dans ce cas-là, le dossier est replaidé devant un juge professionnel, qui est un juge du tribunal d'instance, qui va les départager, qui est le 5e homme ou le 5e femme, la loi prévoyant théoriquement une convocation sous un délai restreint, 1 mois, 2 mois, mais compte tenu du nombre de départages, on est à Bordeaux sur des délais qui sont malheureusement beaucoup plus longs, qui peuvent prendre plusieurs mois, voire
plusieurs années. À Nanterre, on dit qu'on est à 3 ans. À Bordeaux, on a des dossiers qui vont jusqu'à 1 an, 2 ans. Une fois le jugement rendu, les deux parties ont un mois pour faire appel. Le jugement en appel ne se déroule plus devant le Conseil des prud'hommes, mais devant les chambres sociales des cours d'appel composées de magistrats professionnels. Un pourvoi des décisions rendues en appel est possible devant la Cour de cassation. On vient de le voir rapidement dans ce reportage. On va revenir avec vous, mesdames, sur les motifs de saisine du Conseil des prud'hommes. Quelles sont-elles de façon générale ? Alors, les motifs, ils sont nombreux. La plupart du temps, c'est le salarié qui va saisir le conseil de prud'homme, mais l'employeur peut également saisir, ma consoeur Carole Moret vous l'expliquera tout à l'heure. Le fait est que les motifs principaux, c'est quand même les contestations de licenciement, que ce soit des licenciements pour motifs personnels, pour motifs économiques ou encore pour inaptitude. Après, vous avez des saisines pour des heures supplémentaires, des rappels de salaire, des demandes de régularisation de salaire et de situation, puisque quelquefois des employeurs ne paient pas au minimum conventionnel. Voilà les principaux motifs, parce qu'on pourrait faire la liste, mais c'est en résumé lorsque l'employeur ne respecte pas le Code du travail et dispositions du Code du travail ou de la convention collective. Et donc dans la majorité des cas, c'est l'employé qui Oui. porte son employeur devant le Oui, Conseil dans des la prud'hommes. plupart du temps. Alors, j'ai pas les statistiques, mais c'est très souvent l'employé et pas l'employeur qui saisit le conseil de prud'homme. Oui, oui. L'inverse est possible malgré tout ? Oui, c'est possible, mais c'est assez limité parce que le droit ne nous en donne pas forcément la possibilité. Donc, il y a des cas qui sont prévus par le Code du travail, comme par exemple rompre un contrat d'apprentissage. L'employeur est obligé de saisir le conseil de prud'homme pour obtenir cette rupture. Et nous avons également des cas où l'employeur peut saisir lorsque, justement, le salarié viole les clauses que l'on a évoquées tout à l'heure, notamment la clause de non-concurrence. S'il y a violation, pour avoir réparation du préjudice, il faudra aller devant le conseil de prud'homme. Également, si un salarié a perçu trop, par exemple, de commissions et que malgré une mise en demeure, il ne veut pas rembourser, l'employeur peut saisir le conseil de prud'homme, mais ça reste, il faut bien le dire, assez rare. Et alors quand l'employé va donc au prud'homme, concrètement, qu'est-ce qu'il peut attendre ? Qu'est-ce qu'il peut obtenir ? Alors, il peut obtenir des dommages et intérêts, notamment lorsqu'il saisit, quand il conteste son licenciement, qu'il estime comme injustifié. Licenciement injustifié, ça signifie qu'il y a des faits qui sont reprochés aux salariés qui n'existent pas et qui ne sont pas suffisamment sérieux. Un salarié qui a 10 ans d'ancienneté et qui va être licencié parce qu'il est arrivé deux fois en retard dans la semaine, évidemment pourra contester son licenciement si c'est fondé que sur ce motif et c'est pas suffisamment sérieux et réel en fait, enfin réel ça l'est puisque deux fois en retard, mais sérieux je pense que ça ne passerait pas. C'est difficile quand même de quantifier le préjudice. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est pour cette raison que la loi Macron nous a concocté un plafond et c'est très critiquable puisque auparavant nous avions quand même des textes. Alors la loi Macron n'est pas encore passée puisque ça doit passer devant le Sénat, mais le fait est qu'avec le 49.3, on a réussi à faire passer le texte à l'Assemblée nationale sans même avoir un débat et donc on a mis en place des plafonds d'indemnisation, alors qu'auparavant, il existait un plancher. C'est-à-dire qu'un salarié qui avait plus de 2 ans d'ancienneté, qui travaillait dans une entreprise de plus de 11 salariés, pouvait bénéficier au minimum de 6 mois d'indemnisation de salaire brut. Aujourd'hui, on vous met en place ce plafond pour soi-disant favoriser les emplois et pour les petites PME. Et donc, par exemple, cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la salariée qui a 10 ans d'ancienneté, qui va se faire licencier parce qu'elle est arrivée 2 fois en retard, elle aura droit à 6 mois de salaire maximum et non plus minimum. Donc, ce qui évidemment est impensable au niveau juridique et il y a une rupture du principe d'égalité entre les salariés, puisque un salarié qui va travailler, plus l'entreprise est grande, plus il va avoir évidemment des dommages et intérêts importants. Et il y a également une autre difficulté, c'est la réparation intégrale du préjudice. Puisque un préjudice, ça ne se calcule pas qu'en fonction de l'ancienneté du salarié, en fonction de la taille de l'entreprise. Cela se calcule également en fonction de son âge.
puisque quand on approche la retraite, on a peut-être droit à des dommages et intérêts plus importants que lorsque l'on est plus jeune, puisqu'on peut retrouver un emploi plus facilement. Donc vraiment des dispositions qui sont très critiquables, et j'espère que cela ne va pas passer. D'ailleurs, les syndicats se mobilisent, les syndicats d'avocats, plutôt côté salarié, syndicat des avocats de France s'est mobilisé. Vous avez les syndicats de salariés, la CFDT, le CGT, ils ont mis une pétition en ligne, et j'invite tous ceux qui partagent cet avis à signer cette pétition qui est en ligne. Et alors donc, quand employés comme employeurs se retrouvent devant le Conseil des prud'hommes, il n'est pas toujours facile de se défendre. Eh bien, sachez que les avocats de l'Institut du droit social du barreau de Bordeaux tiennent des permanences le jeudi matin lors du Conseil de prud'hommes en référé. Reportage. Ce matin, c'est en petit comité que se réunissent les membres de l'Institut du droit social, l'IDS, un institut créé en 2014. C'est vraiment pour permettre d'ancrer la profession d'avocat au sein de la société civile, et pour permettre aussi aux justiciables de savoir à qui s'adresser au barreau de Bordeaux, à quels confrères s'adresser qui sont spécialisés en droit du travail ou qui ont une dominante en droit du travail ou en droit de la protection sociale. L'une des premières initiatives de l'IDS a été de mettre en place une permanence d'avocats lors des audiences en référé du Conseil de prud'hommes les jeudis matins. On vient assister des personnes qui sont en audience, donc soit employeurs, soit salariés, donc soit en défense, soit en demande naturellement, et qui rencontrent des problématiques, on va dire, urgentes et évidentes, puisqu'on saisit le juge des référés quand on est face à une réclamation de créance salariale donc urgente et évidente, ou que l'on souhaite demander des documents de rupture. Donc la formation n'est compétente que pour des cas les plus simples, on va dire. Donc les gens se présentent un peu les mains dans les poches, sans savoir les bases élémentaires du contradictoire, par exemple, pour nous les avocats. Donc ils arrivent sans avoir les textes avec eux, sans être en mesure de justifier, d'avoir communiqué les pièces à leur adversaire. Et nous, on est ici présentes pour les assister, les aiguiller, les aider à s'exprimer, les rassurer sur leur dossier, leur donner les textes, parce que parfois, voilà, ils ne les ont pas. Donc là, j'en allais faire une recherche pour une dame et on a validé que sa demande était fondée. Donc on les assiste à tous ces niveaux-là, de manière assez informelle, toute la matinée. Des permanences qui pourraient bien faire des petits. Il y a également un projet qu'on va mettre en place rapidement, c'est de permettre également des consultations au sein de la Chambre de commerce et d'industrie à Bordeaux pour là aussi vraiment rapprocher l'avocat des institutionnels. Là, ce sera plus évidemment dirigé vers l'entreprise, puisque c'est évidemment le public ciblé qui se rend à la Chambre de commerce pour avoir des consultations juridiques. Projet de permanence également devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Les justiciables n'ont pas forcément l'idée de consulter un avocat dans le cadre de ces contentieux-là. Alors, il y a, je pense, le problème éventuellement des honoraires. Le justiciable se pose cette question, ce qui est finalement une question aussi très importante. Mais je pense qu'au-delà des honoraires qui pourraient être amenés à verser, je crois que beaucoup de justiciables ne se posent même pas la question et pensent qu'ils vont pouvoir gérer leur dossier de A à Z seuls, ce qui devient aujourd'hui de plus en plus compliqué. Et puis parmi les autres projets de l'IDS, il y a un colloque participatif et pluridisciplinaire. Il sera organisé très prochainement. Il convient d'impliquer dans l'organisation et le fonctionnement de ce colloque d'autres professionnels du droit, tels que des magistrats, des professeurs de droit, des universitaires, des syndicats et bien évidemment des justiciables. Le thème du colloque n'a pas encore été décidé à ce jour, mais il semblerait qu'il s'oriente vers la santé au travail. Maître Bauer, vous êtes donc la présidente de ce tout nouvel institut. Est-ce que vous avez des projets justement dans l'immédiat ? Oui, alors on a quelques projets. Donc on a mis en place donc ces permanences auprès du Conseil de prud'hommes à l'audience de référé. On aimerait mettre des permanences également en place devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et des permanences aussi à la Chambre de l'agriculture, à la Chambre du commerce et de l'industrie, puisque ça s'adressera plus particulièrement aux employeurs, même si les permanences aussi référées s'adressent aussi aux employeurs. Donc voilà pour les projets.
projet. On veut mettre en place aussi une revue de jurisprudence, mais ça c'est plutôt en interne, et faire un colloque en matière de droit social. On n'a pas encore le sujet, mais on s'oriente plutôt vers un colloque sur la santé au travail, la souffrance au travail, puisque c'est un thème malheureusement qui est d'atroce actualité. Atroce, c'est peut-être pas le mot, mais qui est d'actualité. Voilà, qui est sous les feux de l'actualité. Oui, tout à fait. On aura très certainement l'occasion de reparler. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le plateau de l'Esprit des lois. C'est la fin de cette émission. À très bientôt.